Salut à tous, c'est Suge. C'est Dim, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Halloween. On va du coup aujourd'hui vous parler d'arthropodes, histoire de casser quelques mythes et de vous donner envie avec des très jolies choses. On va d'abord parler un petit peu des arthropodes, comme ça après vous pourrez un peu vous la péter avec vos notions de biologie. Donc les arthropodes, il s'agit d'un embranchement, l'embranchement arthropoda. Arthros en grec ça veut dire articulation et podos ça veut dire pied, qu'avec pied articulé. On imagine bien tout ce que ça peut englober. Il y a trois sous-embranchements parmi les arthropodes. Il y a le sous-embranchement Chelicerata, qui comprend les araignées. Il y a le sous-embranchement Mandibulata, tout ça à mandibule. À l'intérieur de ce sous-embranchement là, il y a les Myriapoda, donc qui sont tout ce qui est mille pattes. Les Pancrustacea avec les crustacés, et les Hexapoda, qui sont la plupart des insectes. Et ensuite, troisième sous-embranchement, c'est le Trilobitomorpha, mais c'est un sous-embranchement qui est maintenant éteint. Les caractéristiques des arthropodes sont un corps segmenté et un exosquelette. Exosquelette signifie qu'il y a une mue, donc tous les arthropodes vont muer au fur et à mesure de leur croissance. Ils sont apparus il y a 543 millions d'années, donc on peut un peu fermer à côté d'eux parce que ça fait bien moins longtemps qu'on est là. Il faut savoir que c'est le plus grand embranchement. 80% des espèces animales connues aujourd'hui font partie de l'embranchement des arthropodes. Ça représente plus de 1,5 million d'espèces. Respect. Ah, non, respect. Ok, respect. Ils ont colonisé quasiment tous les environnements existants. Le seul endroit où on n'en trouve pas, c'est au pôle Nord. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques ne sont pas supportables. Mais elles supportent bien d'autres conditions climatiques. On en trouve dans les abysses, on en trouve dans les montagnes, sur terre, sous terre, dans les milieux humides, dans les milieux secs, dans les milieux désertiques, dans les milieux froids. On en trouve partout. Et même dans notre chambre. Et même dans notre chambre. Et c'est ça qui fait que c'est justement assez intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens en ont peur. Alors, on a ici 3 de mes terrariums que j'ai sortis pour l'occasion. On a 2 arachnides et on a une menthe religieuse ici. Donc je vais vous les montrer de plus près. Il y a la Phidippus regius ici, la Brachypelma albopilosum ici et la menthe qui est là. On a la chance en Suisse de pouvoir avoir ce genre de choses sans autorisation. Ne soyez pas trop jaloux et puis venez nous rendre visite. Doucement. Araignée sauteuse, Ouais. Phidippus regius, araignée sauteuse d'Amérique du Nord. Très petite espèce, on a ici un mâle. Les mâles sont noirs et blancs avec les chélicères qui sont vert métallique. Alors la Phidippus regius, voilà, là elle est intimidée, du coup elle lève ses pattes avant. En fait, la Phidippus regius possède un moyen de communication. Le mâle va chercher en fait communiquer et à venir tapoter sur la femelle quand il veut s'accoupler pour voir si elle est réceptive. Il y a certaines études qui ont été faites où on a placé des Phidippus devant des écrans avec des images en fait de Phidippus qui font des signes avec les pattes avant et l'araignée qui en fait est devant l'écran se met à répondre avec d'autres symboles. Là elle est un petit peu stressée, je vais pas la garder trop longtemps, je la manipule pas souvent. C'est très rapide, très vif, ça peut sauter jusqu'à 30 fois la longueur de son corps. D'où le nom araignée sauteuse. D'où le nom araignée sauteuse. C'est une araignée qui chasse à vue, qui saute sur sa proie, incapable de mordre l'homme. Elle a des crochets qui sont trop mous pour réussir à mordre la peau de l'homme. Voilà, alors là elle commence à mettre sa toile sur moi. Le mâle adore faire un cocon pour se cacher dedans et muer, etc. Donc si vous avez un mâle et qui mange pas beaucoup, c'est normal. Phidippus regius, je la garde dans un 15-15-25. C'est largement suffisant vu la taille de l'espèce. C'est un animal qui vit dans les sous-bois ou les hautes herbes. Du coup, c'est des milieux semi-humides et c'est dans des milieux relativement tempérés. Ce qui fait que, étant donné que mes terrariums sont dans un meuble qui est épais, j'ai pas besoin de chauffer les terrariums indépendamment. Sachant que les 3 espèces que j'ai là, on va se retrouver vraiment dans les mêmes zones au niveau des températures. Donc 26-28 la journée pour la Phidippus. Vaporisation 2-3 fois par semaine selon besoin. Elle va boire les gouttelettes qu'il y a sur le décor et donc le terrarium. Nourrissage, je nourris 2 fois par semaine, mais souvent ils laissent un peu traîner l'insecte. Ils vont pas du tout hésiter à s'attaquer à des proies qui sont plus grosses qu'eux, donc faut pas avoir peur de leur donner des proies assez conséquentes parce qu'au moins comme ça quand ils mangent suffisamment. Finalement fondamentalement c'est assez curieux, si on pose la main ça vient dessus volontiers, enfin c'est pas, voilà, c'est plutôt chouette et ce mode de communication qu'elles ont et ces mouvements saccadés c'est vraiment intéressant à observer. Non? Alors Brachypelma albopilosum, mygale frisée,
C'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud et Amérique centrale. C'est une espèce que beaucoup de gens conseillent pour les débutants. Alors moi j'aime pas dire qu'il y a des espèces plus faciles que d'autres, mais c'est vrai qu'en termes de comportement, comme première araignée, c'est intéressant dans le sens où là je viens de pas mal l'embêter quand même pour pouvoir vous la montrer de plus près. Même en l'embêtant avec la pince, etc., elle se met pas à striduler, elle essaie pas de mordre, elle accélère pas. C'est vraiment pas farouche du tout. Elle a 1 an et demi, elle va probablement encore doubler de taille. Là elle fait 10 cm, donc c'est déjà assez conséquent. Comme la plupart des mygales terricoles, elle a des poils urticants, comme expliquait Gilles dans notre vidéo sur les mygales, que je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. Donc la Brachypelma, pareil, je ne chauffe pas le terrarium puisque le meuble dans lequel il se trouve est chauffé. C'est un 30-30-30, ça suffit largement, en tout cas actuellement pour la taille qu'elle fait, on verra dans le futur s'il double. Étant donné que c'est une femelle, vu que j'ai fait le sexage et que j'ai confirmé avec microscope électronique, elle risque de vivre 20 à 25 ans. Terrarium avec quand même une bonne couche de terre, c'est une mygale qui est terricole et qui est fouisseuse. J'ai mis un petit bout d'écorce, elle a creusé dessous, elle se cache dessous, voilà, elle en fait ce qu'elle veut. J'ai mis dedans une balle de ping-pong parce que certaines mygales terricoles, et je pense principalement les femelles, je ne sais pas pourquoi, mais s'amusent à les déplacer d'un côté à l'autre du terrarium, donc ça lui donne une activité, donc moi je mets ça de temps en temps, c'est sympa, c'est rigolo à observer aussi. Faut qu'elle est réceptive là. Alors elle vient de manger, hein. Ma quiquette. Matez-moi ce gros boule. Donc là nous avons une Sphodromantis lineola, espèce de menthe africaine. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, vivent pas très longtemps, c'est très facile à reproduire. C'est des animaux qui paraissent hyper impressionnants, mais qui finalement sont assez aisés de maintien et en manipulation. C'est très intéressant à observer. J'ai compté le nombre de segments et il s'avère que c'est une femelle. Elle a jamais eu de mâle et pourtant elle m'a fait, vous voyez ici, un sac d'œufs. Alors on verra s'ils sont bien ou pas, parce qu'il faut savoir que la plupart des insectes sont capables de faire ce qu'on appelle de la parthénogenèse, c'est-à-dire d'auto-féconder des œufs et de mettre au monde des petits. Allez Charlotte. Donc oui, elle s'appelle Charlotte, ça lui va bien je trouve. C'est comme la maman à Jason. Donc la menthe, je la nourris aussi 1-2 fois par semaine. La menthe peut vraiment manger des grosses proies. Elle mange toutes ses proies vivantes. Simplement pour la fréquence de nourrissage, faut vérifier à la taille de l'abdomen. Voilà Charlotte, de plus près. Donc, c'est des animaux, c'est assez sympa. Ils ont des énormes yeux avec une toute petite pupille dedans et on voit quand ils nous fixent. Et là, elle me suit du regard. Là, elle a repéré la caméra. Ce qui est assez intéressant avec les menthes religieuses, c'est qu'il en existe une quantité d'espèces, mais juste hallucinante et avec des couleurs, des formes, tout est hyper différent et c'est ça qui est super intéressant. On en a ici en Suisse, en France, en Europe, on en a dans la nature qui sont assez sympas à observer aussi. Alors comme d'hab, je précise, ne capturez pas d'animaux dans la nature pour les mettre ensuite en captivité, c'est pas très cool. Je pense qu'il y a suffisamment d'élevage qui se fait pour pouvoir en trouver, ça devient très facile d'en trouver à des prix très raisonnables. Celle-ci va vivre environ 1 année et je crois que ça fera 1 année au mois de mars, donc on verra jusqu'à quand elle tient, on verra si le sac d'œufs donne quelque chose. Mais c'est Charlotte aux grosses fesses. Donc les menthes, pour chasser, s'approchent de leur proie discrètement. Elles se balancent comme ça sur le côté légèrement pour imiter le mouvement des feuilles ou des fleurs en fonction de la forme qu'elles ont et de ce à quoi elles ressemblent. Et ensuite, elles vont d'un coup faire une attaque assez rapide et avec en fait les crochets qu'elles ont sur les pattes ici. Elles ont plein de petits picots le long des pattes à l'intérieur et un gros crochet sur l'extérieur de la patte. Et elles vont ramener leurs pattes exactement comme elle l'a ici. Donc elles vont les tendre et les ramener comme ça. Et la bête va être prise au piège. L'insecte va être pris au piège et elle va le dévorer vivant. Donc ma menthe, je la maintiens dans un 20 x 20 x 30. C'est largement suffisant aussi. C'est pas une espèce qui est hyper active. C'est quand même vraiment rigolo à regarder parce que ça se cache pas non plus. Vaporise 2 à 3 fois par semaine et elle va aussi boire les gouttelettes. Ne vaporisez jamais la menthe directement. C'est pas très sympa parce que proportionnellement la puissance du jet c'est fort pour elle. Et parce que du coup ça fait trop d'humidité sur elle d'un coup donc elle n'arrivera pas forcément à se débarrasser. Il peut y avoir des problèmes de moisissure, de champignons, etc. Voilà, le petit concon. On appelle ça un concon. Un cocon, pas un concon. Voilà, un cocon. Voilà. Non, en réalité ça s'appelle un sac d'œufs. Un sac d'œufs. Cette vidéo est terminée aussi. On espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas Instagram, Facebook, de s'abonner à la chaîne, le lien vers Animal Club Apparel, notre partenaire. ACD10. ACD10, le code de réduction. Ils viennent de sortir en plus des trainings qui sont super confortables, donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas
le pouce bleu, De n'oublie t'abonner. pas de t'abonner, j'ai déjà dit. De cliquer sur la cloche alors. Ah oui, oui, la cloche. N'oublie pas la cloche. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!